c'est l'autisme canérien classique qu'on connaît tous, remonte à Kanner. C'est la première fois qu'on a utilisé le mot. C'est vrai que j'allais dire, c'est pas la première fois, c'est la seconde fois, parce qu'il y avait qui était donné pour les patients schizophrènes. On parlait d'autisme chez les patients schizophrènes, terme qui a été utilisé par Bleuler. Alors, Kanner décrivait, il avait pris 11 patients et il avait décrit une symptomatologie triade, d'ailleurs classique, qu'on n'utilise plus parce que là, on est passé presque à une dyade avec les nouvelles classifications. On ne parle plus de la triade classique de l'autisme. Donc, le repli autistique, l'anomalie du langage et le désir obsessionnel de l'immuable, c'est-à-dire le fait de ne pas vouloir changer, le changement, l'intolérance au changement, le fait que les enfants aiment tout ce qui est répétitif, rentrer dans une certaine routine. Alors, l'évolution du concept, c'est ce que je disais, c'est que l'autisme, elle a été longtemps considérée comme une psychose, on disait que c'était une schizophrénie, et par la suite, on est passé à ce qu'on appelait une notion de trouble global du développement, on a parlé de trouble envahissant du développement, et puis là, on parle du trouble du spectre autistique. En arabe, c'est comment ? Ou les troubles du spectre autistique, pour faire comme ce qu'a fait professeur Bousfeha tout à l'heure. C'est Taïf Tawahud, d'accord? Donc c'est le spectre de l'autisme, trouble, thérab, Taïf Tawahud. Donc on continue. Pour les classifications, bien sûr, vous connaissez vous savez qu'il y a deux types de classifications, celle de l'OMS, donc la classification internationale des maladies, dans sa 10e version, et la 11e, elle va être faite en 2019, elle est téléchargeable là. Et puis, il y a eu un changement au niveau des classifications. Donc, je parlais du fait qu'il y avait une triade auparavant, et que là, on va le voir tout à l'heure peut-être, mais là, c'est juste pour dire, je mets juste la petite flèche, pour vous dire qu'il y a je ne sais pas si vous voyez ou pas, là, vous voyez? Non. Alors, donc en tout cas, avant, on mettait d'autres symptômes, dont le syndrome de Rett, dans le trouble du spectre autique, dans le trouble envahissant du développement, le syndrome de Rett qui est sorti des troubles envahissants du développement parce que c'est un syndrome génétique, donc qui est dû à un gène qui est le MECP2, et il y a eu une création d'une nouvelle entité qu'on a appelée trouble de la communication sociale, qui effectivement chez des patients qui n'ont pas de stéréotypie, mais qui n'ont pas de bonnes interactions sociales. Donc c'est une nouvelle entité au niveau du DSM-5, qui est la classification américaine des troubles mentaux. Donc là, je vous mets un rappel, bien sûr, au niveau du il y a les critères, avec les deux premiers critères qui sont super importants, c'est les déficits persistants dans la communication sociale et les interactions sociales dans l'ensemble des contextes. C'est un enfant qui ne va pas pouvoir interagir de manière adaptée, et puis au niveau de la qualité des interactions, parce qu'on ne juge pas que l'interaction en elle-même, la qualité et la fréquence c'est-à-dire vous pouvez trouver interagir de manière adaptée par moment. C'est pas suffisant. C'est-à-dire, on va dire aux parents, ou on va se dire nous-mêmes, avant de dire aux parents, il faut faire attention, il faut l'observer. On ne va pas alarmer, bien sûr, les parents, mais on va dire, effectivement, interaction, communication sociale, c'est juste contextuel ou bien c'est dû à quelque chose de structurel. J'insiste que le trouble du spectre autistique est un trouble neurodéveloppemental. Quand on est autiste, on reste autiste malgré toutes les interventions. Maintenant, effectivement, les objectifs heureusement, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça aussi qu'on est là. C'est le fait que quand il y a des interventions, ça permet une intégration et ça permet d'arriver à des objectifs, mais ça ne permet jamais la guérison de l'autisme. Donc, que ce soit clair. Alors,
Donc le premier critère, c'était les déficits persistants de la communication sociale. Deuxième critère, comportement, intérêt ou activité restreinte ou répétitive. Ça veut dire que c'est des enfants, c'est les fameux un peu stéréotypiques qu'on retrouve au niveau comportemental, mais pas que. On va voir par la suite. Là, je vous ai mis les critères diagnostiques. On va pas... ce qui nous importe, nous, c'est ça, c'est ce que vous devez retenir, je pense. S'il y a des take-home messages, c'est ça. C'est les difficultés. Auparavant, il y avait cette fameuse triade, et là, il y a les deux, on va dire une diade, c'est-à-dire difficulté de communication et interaction sociale, et comportement stéréotypé et restreint. C'est-à-dire, quand je dis stéréotypé, c'est-à-dire dans la répétition, on va voir ces fameux flappines qu'on voit chez les enfants. Et puis, des alignements aussi. On va voir aussi des intérêts restreints. Par exemple, il y a des enfants qui vont s'intéresser que aux voitures, par exemple. Vous me dites, les voitures, c'est normal qu'un garçon va s'intéresser aux voitures, mais c'est-à-dire il ne fait que ça toute la journée. Et puis, il ne s'intéressera pas aussi à la voiture dans son ensemble, dans sa fonction, on appelle ça dans sa fonctionnalité, c'est-à-dire il va s'intéresser à la petite roue de la voiture et il va commencer à la... que ça ramène une certaine répétition au niveau du mouvement. Alors, c'est ce qu'on avait vu, réciprocité socio-émotionnelle, c'est-à-dire, effectivement, c'est des enfants qui ne vont pas consoler leur maman. Par exemple, parmi les questions qu'on va poser à ces mamans, est-ce que ملي تكوني كتبكي كتبقى لك شي حاجه في الدار واش كيجي كيواسيك واش كيجي انه تيطبطب عليك واش يجي كيضحك معك كنتي فرحانه واش كيجي كيضحك معك ça on le retrouve pas on peut le retrouver en général pas tout le temps mais en général on va le retrouver chez des enfants dits typiques je ne vais pas parler d'enfants normaux dits typiques mais chez les enfants un peu les enfants avec troubles du spectre il y a un manque, c'est-à-dire que le mouchkil dialhom, c'est qu'ils ne décodent pas l'émotion et l'état mental. On va voir par la suite qu'il y a un problème au niveau de la théorie de l'esprit, c'est-à-dire qu'ils ne se représentent pas l'état mental et les émotions dialhom. Donc effectivement, il peut, la mère est effondrée et lui est en train de rigoler. C'est pas parce qu'il est, parce que ça rassure aussi les parents. C'est pas parce qu'il n'est pas sensible ou la mot là. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il n'arrive pas à découvrir, il n'arrive pas à se représenter l'état mental de sa mère. Et ça, c'est d'expliquer ça aux parents pour dire que c'est structurel. Il ne le fait pas exprès. C'est pas entre guillemets un monstre. C'est pas quelqu'un qui est insensible. Alors, déficit de la communication non verbale. J'attire à votre attention que le trouble du langage, parce qu'avant on avait le langage faisait partie des dans le DSM-5, les troubles associés, c'est-à-dire c'est une comorbidité quand on a un retard au niveau du langage ou un trouble du langage. Là, on parle de déficit dans la communication non verbale, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il anticipe un peu, il va vers vous, il vous interpelle au niveau du regard. Et là, l'enfant, parce qu'il y a des enfants qui ont un retard simple de langage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème de communication, un retard simple de langage, peut-être qu'ils vont effectivement acquérir le langage, mais en différé. Donc, effectivement, là, on ne sera pas dans cet état de lieu, on sera donc dans un état de lieu, dans une situation où l'enfant, au lieu d'aller initier, parce que le terme important c'est initier la communication, on va l'interpeller, on est obligé d'aller le chercher, et encore, il n'accroche pas tout le temps. Alors, difficulté de développer, de comprendre des relations sociales, c'est-à-dire que le fameux, ce qu'on dit toujours, wesh kaygoul bslama, wesh kaygoul au revoir, wesh kaygoul bonjour, wesh kaygoul merci, ce qu'on appelle les codes sociaux. Est-ce qu'il a acquis ça à un certain âge, bien sûr, parce que ça, c'est des choses développementales, et pour s'intégrer dans la société, tous les enfants en général ont acquis un peu ça. Là, dans l'autre rubrique, on va être dans les utilisations de mouvements répétitifs stéréotypés, donc ce qu'on appelle les fameuses stéréotypies, insistant sur la similitude et les routines, c'est-à-dire que pour lui, si vous empruntez un chemin,
نهار اللي غتبدل الام ديالو داك لو شومان اما بلا فواتور اما في لو بوس اما لو بوس خدا طريق اخر يعني فوالا il a pris une autre je sais pas, il y a un accident et le bus a emprunté un autre chemin. Là, l'enfant va faire une véritable crise de colère, de frustration, parce que pour lui, il avait l'habitude de ce trajet-là et que c'est angoissant pour lui, c'est vraiment perturbant, désorganisateur de se retrouver sur un autre chemin. Intérêt restreint, limité ou atypique, c'est-à-dire que je vais dire qu'il y avait des enfants qui vont s'intéresser qu'aux dinosaures, par exemple, qui vont collectionner tous les dinosaures, connaître tous les noms des dinosaures, mais effectivement, à part ça, les autres domaines sont très pauvres. Hyper ou hyporéactivité ou des stimuli sensoriels ou intérêts inhabituels, c'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, on voit beaucoup les enfants qui vont se fermer les oreilles parce qu'il y a une hyperstimulation. Ils ne le font pas parce que, voilà, ils n'aiment pas la foule ou je ne sais pas quoi, mais c'est vrai que ça les dérange, ça les agresse. C'est une agression sonore et ils ont besoin de se fermer les oreilles pour diminuer l'intensité. Alors, ce qui se passe chez les enfants autistes, c'est qu'on peut autant avoir une hyperstimulation que cette hypostimulation, c'est-à-dire que et tout, ils ne vont pas réagir. Il y a les deux cas de figure qui peuvent être déconcertants pour les parents, dans le sens تيقول par exemple تنعيط عليه ما تيجاوبنيش تيكون في البيت الاخر la pub, les charles يعجبوا. Donc effectivement, ça déconcerte un peu les parents et ils vous disent presque donc effectivement, mais non, là, c'est décrit dans la symptomatologie. Alors, pour l'épidémiologie, augmentation de la fréquence, donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avec un chiffre de 1 sur 60, ça fait beaucoup, parce que je vous rappelle qu'en 2011, on avait des chiffres beaucoup moins fréquents, avec une prédominance chez le garçon, donc 4 garçons pour une fille, et puis la fréquence chez la fratrie. Donc quand on a effectivement quelqu'un de la famille qui est touché, on a plus de risques, presque 3 à 10 fois le risque d'avoir le trouble. Les étiologies, donc vous imaginez bien qu'il n'y a pas une seule étiologie, qu'il y a plusieurs étiologies. Il y a eu beaucoup de recherches autour de l'autisme. Et puis, on parle dernièrement, ce qui est un peu, si vous voulez, à la mode, c'est cette connectivité, c'est au niveau synaptique que ça se passe, c'est une connectivité anormale du cerveau avec une croissance anormale, avec des différences qui sont remarquées au niveau du cervelet, notamment pour les cellules de Purkinje. Ces différences sont retrouvées aussi sur le cerveau social. Vous avez vu que j'ai mis pas à détaillé parce qu'on a l'impression que c'est pas typique, c'est différent. En fait, c'est le terme qui est le mot-clé, c'est que c'est différent. Là, je vous mets la diapo pour dire qu'il y a plusieurs zones cérébrales qui ont été retrouvées comme touchées dans les études, notamment l'amygdale qui est responsable de gérer les émotions, lobe temporal, cervelet, cortex préfrontal, tout ça, ça a un impact par la suite sur le profil de ces patients. Et puis, il y a bien sûr des différences neurochimiques, c'est-à-dire qu'on va retrouver un taux particulier de sérotonine et puis de peptides, l'ocytocine et la vasopressine, notamment une diminution de l'ocytocine. Ça, c'est au niveau de la recherche. Les facteurs génétiques, il n'y a pas un seul gène, et on retrouve en général des mutations, comme le gène Shank, d'autres mutations sur le chromosome 22. Mais là, ce que j'ai mis, 10 à 15% aussi, c'est d'éliminer un autre trouble qui va donner une symptomatologie comme celle de l'autisme, qu'on appelle autisme-like, c'est-à-dire que là, quand je parle d'une cause génétique, il n'y a pas de cause génétique. Le X fragile, c'est un syndrome génétique qui peut être associé à l'autisme, qui peut donner un tableau, effectivement, qui ressemble à celui de l'autisme ou être associé carrément. Ce n'est pas la cause de l'autisme, d'accord, pour que ce soit clair. D'autres causes, on l'entend dans les médias,
fameuse, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, de la fameuse dépakine. Dépakine, non? Le traitement qu'on donne pour l'épilepsie, donc effectivement, qui a été intégré, effectivement, on la retrouve dans plusieurs études. Alors, ce qui a été prouvé, c'est tout ce qui est les agents viraux, notamment l'acide la prématurité souffrance qui peuvent effectivement être la cause d'un trouble du spectre autistique. Tout ce qui est traitement prénatal, notamment aux antidépresseurs, les organophosphates, les pesticides, reste possible. C'est-à-dire il y a énormément d'études qui vont dire oui, on a retrouvé un lien de causalité et d'autres qui vont dire non, on n'a pas retrouvé. Et puis non, prouvé ou réfuté, il y a le mercure, le vaccin de la rougeole, anti-rougeole, les attitudes des parents, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on avait tendance à culpabiliser un peu les mamans pour dire que c'est elle la cause de l'autisme de leurs enfants. Or, ce n'est pas du tout vrai. Alors, profil cognitif, ça veut dire qu'on va trouver, vous avez vu qu'il y avait des lésions cérébrales, micro-lésions, mais quand même présentes, troubles des fonctions exécutives, donc la mémoire de travail va être touchée, l'inhibition, flexibilité, le fait que l'enfant se dans cette stéréotypie, dans une activité répétitive, parce que de fonctions cognitives, de fonctions exécutives qui lui permet de structurer, d'organiser, de planifier une action. Alors, absence de théorie de l'esprit, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, le fait de se représenter les états mentaux des autres, et puis déficit de la cohérence centrale, c'est-à-dire que, par exemple, là, c'est intégrer les informations à un contexte pour leur donner un sens. Par exemple, là, je donne l'exemple là qu'on a. Je viens, je trouve que vous êtes en retard par rapport, il y a 1 heure de Hada, je me dis oui, peut-être que c'est le temps qui a fait qu'il y a eu les gens qui sont venus en retard et tout. Et je me dis, voilà, c'est pas grave, je vais attendre. Un autre, s'il y avait quelqu'un avec un trouble du spectre autistique, le fait que c'était à 11h30, pour lui, il va faire une crise de colère parce qu'il ne comprendrait pas que tous les aléas de la vie qu'il y avait autour, pour lui, 11h30, c'est 11h30. Sinon, il va faire une intolérance à la frustration, c'est-à-dire quelque chose où une crise de colère, il va vraiment se désorganiser, vraiment. Alors, le début des troubles, donc, comme j'ai dit, c'est un trouble qui est inné de la pas. L'âge de début variable d'un enfant à l'autre. Ce qui est important, c'est qu'il peut apparaître de manière progressive, c'est-à-dire qu'un enfant qui le développement de l'enfant, à partir du 2e semestre, on voit que c'est un enfant qui est différent. C'est rapporté par les parents, c'est un enfant qui devient un peu différent, ou de manière régressive, c'est-à-dire que c'est vers 18 mois, ou 18 mois, il régresse. Et donc, on se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est cette cassure-là qu'il faut prendre en considération, qui doit alarmer et se dire, c'est pas normal qu'un enfant régresse au niveau des acquisitions. Alors, les signes au cours général sont déjà présents et on va se dire, les recommandations internationales précisent que c'est à partir de 18-24 mois qu'il faut vraiment être en alerte. Bien sûr, il n'y a aucun signe spécifique. Donc déjà, c'est un bébé qui est senti, en fait, c'est le vécu des parents qui est important. C'est un bébé qui est senti comme différent, qui est sérieux, qui ne pleure pas, qui ne rit pas. Vraiment, c'est calme, et ça, c'est alarmant. C'est pas normal qu'un enfant reste calme, il ne pose pas de problème et tout. À aucun moment, j'entends. L'enfant ne doit pas tout le temps crier, mais effectivement, un enfant qui est trop sage. Absence de vocalisation, il n'essaie pas de vocaliser, absence d'échange avec la mère, le sourire réponse absent, c'est-à-dire à un certain moment, à 4-5 mois, l'enfant commence à reconnaître le visage de sa mère et commence à sourire à sa maman. Anomalie du regard, anomalie du comportement, des troubles du sommeil. On va se retrouver avec des enfants qui vont dormir. Oui, monsieur Agoub. Alors, avec des troubles du sommeil et de l'alimentation. Donc, absence d'attitude anticipatrice,
C'est-à-dire que l'enfant, il s'agit par exemple la mère تحيد له les couches, déjà il fait attention, il respecte le geste ديالها, c'est ça, c'est ce comportement un peu anticipatoire. On va passer parce que M. Agoub me fait des signes. Alors, à des attitudes bizarres avec des activités solitaires, on le voit avec des jeux de doigts, des reniflements, des effleurages, utilisation inhabituelle de certains objets. Troubles du sommeil, ça on l'avait vu, pardon. Il ne participe pas à des activités comme coucou, au revoir, peu ou pas d'émissions vocales, ça on l'avait déjà vu. Et puis, le non-développement du langage, apparition tardive des premiers mots, c'est-à-dire que c'est un enfant qui va être en retard par rapport aux acquisitions. Bien sûr que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'Asperger. L'Asperger, c'est presque le trouble du spectre autistique, mais avec la persistance du langage, c'est-à-dire on n'a pas de retard au niveau du langage, mais on a un trouble de la communication et des interactions. Donc, l'attention conjointe, c'est important, c'est-à-dire que c'est un enfant qui ne va pas montrer à sa mère, il ne va pas partager son plaisir avec sa mère. Il n'y a pas de pointage, ou en tout cas le pointage ne sert pas à partager un plaisir. Les signes d'alerte, ça c'est important, je pense à retenir, et après on va rapidement y aller. Les signes d'alerte pour vous absolus, pas de babi ni gestes conventionnels à 12 mois. Les gestes conventionnels, c'est au revoir, bye bye, merci, c'est les codes sociaux. Pas de mots à 18 mois. Un enfant qui ne parle pas à 18 mois, il faut vous alarmer. Pas de mots-phrases à 24 mois. Les mots-phrases, c'est-à-dire les mots à 2 mots. Ma voiture, c'est-à-dire c'est une phrase pour lui, mais c'est 2 mots. Perte du langage ou des compétences sociales, quel que soit l'âge, il faut se dire, il n'y a pas de raison qu'un enfant perde les compétences qu'il a déjà acquises. Alors, on va passer, bien sûr, et vous parlez du chat, Checklist for Autism in Toddlers. Donc, de l'âge de 18 mois, c'est l'outil de dépistage que vous devez retenir parce qu'effectivement, c'est un outil qui est utilisé par les médecins généralistes. Donc, c'est un test de dépistage qui est facile à faire passer en 10 minutes. Il permet d'évaluer le fonctionnement de la personne dans les domaines du développement psychomoteur, intellectuel et social. Bon, je sais que vous n'allez pas trop, c'est pas très visible, mais l'idée c'est de vous dire qu'il y a plusieurs versions, que là on est au niveau du chat, mais l'idée c'est d'utiliser un de ces fameux tests de dépistage. Donc l'évaluation, un petit mot sur l'évaluation pour dire qu'il y a, nous, en tant que spécialistes, on utilise bien sûr des outils spécialisés, notamment l'ADI, la DOS, pour faire un diagnostic, que vous, en général, pour le dépistage, le repérage, vous êtes amené à orienter suite à une suspicion d'un diagnostic. Bien sûr, il y a un bilan somatique à faire et un examen dysmorphologique, c'est-à-dire que tout l'intérêt, j'ai parlé de psyché et soma tout à l'heure, tout l'intérêt d'une collaboration avec nos amis neuropédiatres, pédiatres, parce que nous, effectivement, on ne fait pas l'examen, mais on a, par exemple, à l'hôpital d'enfants, cette fameuse collaboration avec les généticiens aussi, pour éliminer tous les syndromes génétiques, les examens métaboliques qu'on est obligé de faire pour éliminer une cause métabolique. Soit qu'on les demande nous, soit ça les neuropédiatres, soit les pédiatres qui les demandent. Mais aussi, vous avez compris que c'est bilan neuropsychologique, orthophonique, psychomoteur. Les prises en charge, un petit mot, M. Agoub, sur la prise en charge, une prise en charge multidisciplinaire, c'est-à-dire que l'autisme à rester humble. On ne peut pas prendre en charge tout seul un médecin dans son petit coin, il ne peut pas prendre en charge tout seul un enfant autiste. Vraiment, c'est une multidisciplinarité. Pédopsie, pédiatre, neurologue, psychologue, les parents, les associations, les parents sont partie prenante, c'est-à-dire que c'est grâce à eux, limite quand il y a une rééducation, le professionnel le voit une demi-heure, 1 heure, mais ce n'est pas suffisant. Tout le reste est fait avec l'éducation pour les familles. Traitement médicamenteux en cas de troubles de comportement, mais pour l'autisme, en cas de troubles de comportement, traitement alternatif mais qui n'ont pas fait leurs preuves, c'est-à-dire qu'on parle de régime à la caséine, sans caséine, sans gluten, des choses qui n'ont pas fait leurs preuves.
Et puis, par contre, il y a des programmes éducatifs spécialisés dans le TEACH, le PEX, le Makaton, et l'ABA dont je vous parlais tout à l'heure, l'ABA qui est un programme qui est utilisé au niveau du comportement, c'est un programme comportemental qui utilise beaucoup le renforcement, mais bien sûr, quand on dit ABA, c'est pas une heure, on voit que c'est 25 à 40 heures par semaine, c'est énorme. Mais effectivement, il faut vraiment, on dit toujours que il faut toujours la contribution des parents parce que c'est là où on sent qu'il y a une motivation, une mobilisation et c'est là où on a vraiment des résultats. La conclusion, donc variabilité et complexité des tableaux cliniques. Le jugement clinique, c'est-à-dire l'autisme, c'est un diagnostic qui est clinique. Il n'y a pas besoin de bilan. Le bilan, s'il est fait auditif, métabolique, des choses comme ça pour éliminer l'organicité, il y a nécessité d'une expertise d'équipe, c'est-à-dire on ne peut pas seul poser un diagnostic comme ça. Il y a des instruments standardisés qu'on utilise pour rester plus ou moins objectif. L'évaluation et prise en charge, elle est multidisciplinaire. Et je termine avec une citation de Joseph Chovanec. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Si? Non? Non? C'est un fameux Asperger qui a fait le tour du monde, qui donne des conférences, qui est venu au Maroc, qui a fait plein de conférences et qui parle savant qui a écrit beaucoup de livres, dont le livre là que j'aime bien, je suis à l'Est, ça sous-entend qu'on est tous à l'Ouest, ça veut dire en d'autres termes. Donc, la citation dit qu'il n'y a aucun mal à rester un enfant quand on voit ce que font les adultes. Merci.